Alors pour ouvrir cette deuxième journée, j'ai le plaisir d'appeler quelqu'un que vous connaissez pour certains déjà depuis hier soir et puis depuis bien longtemps, puisque même avant lui, son arrière-grand-père, son grand-père, son père, voilà une grande lignée d'explorateurs. Il est le parrain de cette 5e édition. Il était psychiatre et il s'est réinventé puisque une trentaine d'années de médecine, d'exercice de la médecine, 4e génération de cette famille donc d'aventuriers. À un moment donné, il était de toute façon amateur de montgolfière et sur le coup d'une rencontre, comme souvent ce sont les rencontres qui créent les bifurcations, eh bien une idée folle lui vient faire le tour du monde en montgolfière et il s'est donc rendu célèbre avec Orbiter 3 en 1999. Et puis Solar Impulse, bien sûr, l'avion, le tour du monde en 2016 pour prouver que les technologies propres existent. Il nous racontera sa fondation, il nous racontera son prochain bébé pour nous faire rêver un peu. Mais pour l'instant, je demande à Bertrand Piccard, s'il vous plaît, de me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous et à toutes. Vous pouvez rallumer la lumière parce que j'aime bien voir à qui je parle. Donc c'était parfait. Voilà, super, merci. Vous avez vu sur le programme de ce matin qu'on va parler de décarbonation. Et je me demande ce que vous êtes en train de vous dire. On va décarboner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va abandonner nos habitudes, on va abandonner notre niveau de vie, on va devoir faire des sacrifices, on va devoir décroître économiquement pour arriver à diminuer toutes ces émanations toxiques, que ce soit le carbone, les émissions polluantes, arrêter cette destruction de la biodiversité. Et en fait, si on présente les choses comme ça, on voit que les buts sont bien sûr indispensables, mais que les moyens font peur. Et moi, c'est comme ça que j'explique qu'on ait aussi peu de résultats dans les conférences du climat, qu'on ait autant de clivages entre les partis politiques quand il s'agit d'environnement, qu'il y ait autant de clivages entre l'industrie, l'économie, la finance et l'écologie. Et ce que je me dis, c'est que si on veut vraiment arriver à un résultat, il est impératif de fédérer plutôt que de cliver. Il est impératif de voir ce que chaque parti politique, chaque parti de la société civile, chaque ONG, peut amener comme valeur ajoutée. Et là, on voit qu'il commence à émerger énormément de solutions pour décarboner. Et que la peur, la résistance, le pessimisme peut faire place à beaucoup de réalisme. Le réalisme, pour moi, c'est quand on arrive à un résultat indépendamment de l'idéologie personnelle qu'on a. Si on arrive à s'ouvrir aussi aux idées des autres. Et quand on commence à voir qu'il y a des solutions techniques, pas des solutions high-tech, du futur, des trucs qui n'existent pas encore, mais des solutions d'aujourd'hui, qui existent, techniques, le plus souvent de bon sens, que ces solutions permettent de créer des emplois, de prendre de nouvelles opportunités économiques, industrielles, eh bien on voit que même s'il n'y avait pas le problème du carbone, même s'il n'y avait pas de changement climatique, eh bien ces idées seraient aussi logiques qu'écologiques. Elles auraient du sens parce qu'elles amélioreraient notre fonctionnement. Elles permettraient de diminuer le gaspillage. Elles permettraient d'être plus efficients. Elles permettraient par conséquent de respecter l'environnement tout en respectant le client, tout en respectant l'industrie, tout en respectant les ressources naturelles. Et si on arrive à présenter ça de manière vraiment concrète, avec des exemples, eh bien on voit qu'on arrive à parler avec des activistes écologistes, avec des entreprises, avec des politiques, avec des ONG, avec le public. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. C'est arriver à des vrais résultats concrets. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté d'être le parrain du World Impact Summit. Et je trouve que Nicolas fait un travail absolument extraordinaire parce qu'il s'affiche comme un salon de solutions. C'est pour ça que je suis venu avec 5 membres de la Fondation Solar Impulse, puisque nous, ce que nous voulons, c'est prouver
que l'écologie et l'économie peuvent se réconcilier autour de solutions concrètes. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à visiter le village des solutions, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui font partie déjà du réseau de la Fondation Solar Impulse, beaucoup qui vont le rejoindre, beaucoup qui sont dans d'autres domaines, pas forcément environnement. Et tout ça, c'est un exemple magnifique de ce que le monde peut être aujourd'hui. Ne croyez pas qu'il faut construire le monde du futur. Non, il faut construire le monde du présent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ramener le monde du passé, dans lequel nous sommes tous, dans le présent, moderniser, arrêter cette inefficience, ce gaspillage et cette manière irrespectueuse de fonctionner, comme on a fait depuis le début de la révolution industrielle, pour arriver maintenant à fonctionner correctement. Donc ce message-là, pour moi, il est très important. Je crois que pour toi, Nicolas, également, pour les participants aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ici dans cette salle, qui ne comprennent pas ces approches-là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que des débats comme celui qu'on a permettent aussi de motiver d'autres gens en dehors. Alors, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. Et puis, il y a pas mal de gens que vous allez rencontrer. Vous pouvez être les ambassadeurs de cette manière très réaliste, très concrète, de décarboner, de protéger l'environnement. On y va? On y commence? va. Allez, Ouais. je vous propose de vous installer ici, Bertrand, si ça vous va. Comme ça, vous serez en face de moi. C'est parfait. Vous l'avez compris, donc Bertrand Piccard, donc on va dire le regard du grand témoin, le regard intégratif sur toutes ces questions, surtout pas clivé en tout cas. Et deux autres regards ce matin qui vont nous rejoindre, un regard de deux autres grands navigateurs, on va dire, qui sont des dirigeants d'entreprise, qui sont quand même des sacrés navires aussi à piloter, bien sûr. Et puis l'expérience de terrain aussi d'un politique. Donc c'est bien, on a plusieurs leviers en présence. Et si déjà on pouvait aussi contribuer à faire du et de mieux en mieux entre l'économique et le politique, ce sera gagné. Les replays seront aussi disponibles de ces échanges. Donc voilà, sachez qu'ils pourront servir pour aujourd'hui et pour plus tard. Et j'ai le plaisir d'appeler du coup à nous rejoindre Isabelle Patrier de Total Energy, William Alcry d'Engie et Yann Verling, vice-président de la région Île-de-France. Voilà, vous pouvez venir, merci de les applaudir, vous vous installez. Voilà, choisissez votre place, tiens. Bienvenue et merci du temps et de l'intention et de l'énergie que vous allez mettre dans ces échanges. Comme le disait Frédéric Mazella hier, fondateur de Blablacar et Captain Cause, n'oublions pas que les dirigeants et les hommes politiques sont aussi des humains, ils ont un cœur. C'est Frédéric Mazella qui nous a rappelé ça hier. C'est pour ça que j'ai bien envie de aussi vous présenter un peu chacun avant de leur donner la parole depuis leur vie professionnelle, bien sûr. Donc Isabelle Patrier, honneur aux dames. Vous avez fait vos premiers pas avec Total à l'époque déjà où vous étiez auditrice chez Deloitte. Et puis vous avez aussi suivi dans ce cadre-là la formation de l'Institut français du pétrole. Et puis vous avez été recrutée à l'époque par Total à Bogota. Voilà, pour partir à Bogota, au Colombie, à la fin des années 90. Aujourd'hui, pardon ? Ça vous rajeunit, c'est bien, voilà, mais oui. C'est tout ce parcours riche, n'est-ce pas, évidemment, qui vous a permis, qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, vous êtes directrice France de Total Energy avec 2 casquettes, à la fois accompagner les territoires français dans la représentation internationale et puis aussi d'accompagner, bien sûr, la stratégie de transformation et les feuilles de route multi-énergie en France et en Outre-mer. Voilà. Alors Total aujourd'hui c'est plus de 100 000 collaborateurs dans le monde, 35 000 en France, donc on le sait, un gros acteur. Alors un actionnariat de plus en plus, on va dire anglophone, américain mais surtout anglophone, mais le siège est en France, est encore bien en France, avec des ambitions de zéro émission nette en 2050, voilà, et d'être dans le top 5 aussi des énergies renouvelables, mais c'est vous qui allez nous en parler évidemment bien mieux que moi. Est-ce que vous voulez démarrer par nous dire décarbonation et Total, parfois, voilà, pour le commun des mortels, on a du mal à voir le « et », enfin c'est un peu compliqué, quoi. J'entends. Voilà, donc peut-être vous pouvez nous parler de vos objectifs en la matière, des objectifs de Total Energy en la matière et comment vous vous débrouillez de ces paradoxes. Oui, c'est vrai qu'il peut paraître paradoxal parfois d'associer les deux.
Aujourd'hui, Total Energy, vous l'avez dit, sont 100 000 collaborateurs sur la planète. On est présent dans 130 pays. Et notre rôle, c'est d'apporter l'énergie au plus près des consommateurs dans les 130 pays dans lesquels nous sommes présents. Alors, la décarbonation, c'est quelque chose qu'on a touché de près depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a entamé notre transformation. Total Energy a comme ambition d'être zéro émission nette en 2050, d'avoir construit et d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable en 2030, avec 100 gigawatts d'énergie renouvelable installée, c'est-à-dire 2 fois le parc nucléaire français. Aujourd'hui, Total Energy a réduit de 65 à 44% sa production de pétrole, parce que le pétrole, c'est moitié moins d'énergie que le charbon. Et puis, notre ambition, c'est de passer au gaz, et au gaz de plus en plus renouvelable, biogaz, hydrogène vert, sur base de production d'énergie renouvelable. Et puis électricité renouvelable. Aujourd'hui, on a plus de 400 centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques en France, ce qui nous permet justement de pouvoir développer notre capacité installée. Bon, merci. Alors, je voudrais rappeler ici que moi qui suis à l'extérieur de ces sujets complexes, mon objectif est de comprendre. Et donc, avant de pouvoir affirmer, j'aimerais vraiment entrer dans les sujets et j'aimerais qu'on nous laisse le faire tranquillement. Parce qu'avant de pouvoir s'exprimer, d'abord, il faut vraiment bien comprendre de l'intérieur. On a la chance ici d'avoir des acteurs de l'intérieur. Après, on pourra avoir un avis dans 1 heure. On en reparle. Pour l'instant, on écoute et on comprend. On posera les questions. Alors, merci de votre... Alors, on va en parler de la biodiversité. Merci de vous asseoir. On va en parler de la biodiversité. Vous pourrez discuter dans les couloirs après. Allez. Oui, parce qu'aujourd'hui, 95% du transport est un transport sur la base d'énergie fossile. Donc, on l'a vu le mois dernier, quand on n'approvisionne pas en énergie fossile, en diesel et en essence en particulier, comme vous l'avez vu, durant les grèves d'octobre. En effet, c'est un vrai problème. Donc, il faut absolument transformer, mais il faut continuer à vous apporter du gaz naturel cet hiver pour se chauffer, de l'énergie pour le carburant des véhicules et puis du fuel pour les chaudières. Et c'est bien pour ça qu'il faut absolument transformer et aller de plus en plus vite. Et on compte beaucoup sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, actuellement en discussion au Parlement, et on compte sur vous, justement, pour pouvoir nous permettre d'accélérer. Accélérer quoi? Des droits humains? Accélérer la transformation et la décarbonation de l'énergie. Oui, je suis d'accord avec vous, il en va de notre avenir commun. Si nous le faisons, vous savez qu'on travaille énormément sur Ils ont les moyens de le faire, c'est ça la différence. Vous avez justement les moyens de le faire, c'est pas le cas de tout le monde. Tout à fait. Aujourd'hui, Total Energy, c'est 4 milliards. On fait partie des 5 premiers investisseurs dans les renouvelables au monde. Les 24 bombes climatiques sont des champs pétroliers et gaziers, de plus en plus gaziers, pour remplacer le pétrole, justement, pour permettre de décarboner, passer du charbon au gaz, parce que passer du charbon au gaz, c'est 40% d'émissions de moins. Et après, ce gaz, il va falloir le décarboner, et pour ça, il va falloir développer des champs éoliens, solaires, éoliens terrestres, éoliens offshore, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, pour accompagner cette transformation, pour pousser les politiques à accélérer, à faire des lois d'accélération et à nous permettre, nous, de développer et d'investir. Nous, on cherche à investir. Alors, monsieur, j'aimerais qu'on puisse donner la parole, s'il vous plaît, à ceux qui sont experts justement en la matière, qu'on puisse les écouter, les entendre, et puis ensuite les débats pourront se poursuivre. Yann Verling, justement, on va changer un peu ce que j'avais imaginé, du coup. Ne vous inquiétez pas, William, vous pourrez aussi vous exprimer au nom d'Engie, évidemment. Donc Yann Verling, justement, on parlait de la loi d'accélération, qui est pile un peu, on va dire, à la mi-temps entre voilà, le Sénat et l'Assemblée nationale, je crois, on est juste à ce moment-là. Vous, évidemment, vos domaines de compétences dans votre mission de vice-présidence climat de la région Île-de-France, vous êtes donc chargé de la transition écologique dans
3 domaines. La biodiversité, donc on ne l'oublie pas en effet dans cette problématique, l'économie circulaire et l'énergie qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, vous avez été aussi élu au Conseil de Paris, directeur à l'ADEME, donc ce sont des sujets qui vous accompagnent depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez dire du et entre ce besoin ou peut-être même cette pression des entreprises et la loi d'accélération, le politique? Quels sont les freins, quelles sont les fluidités en ce moment? Alors, merci et bonjour à tout le monde. Moi, je voulais d'abord remercier l'organisation de ce sommet, cher Nicolas, et parce que en tant que politique, moi, il y a un point que j'essaie de toujours soulever ou de souligner, c'est que, parce que je vois que la société est quand même assez tendue, c'est une réalité sur les enjeux d'aujourd'hui. Ce qui est une réalité quand même, c'est que, et Bertrand Piccard l'a bien dit tout à l'heure, c'est que la décarbonation de la société n'est plus seulement un sujet du futur, c'est un sujet du présent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a souvent été dans les COP à dire on a un problème demain, un problème climatique demain. Et on est rattrapé par la cavalerie et le changement climatique se déroule en ce moment même. Et je me souviens aussi de cette phrase de Nicolas Hulot qui disait qu'on est confronté à la situation de la fin du monde versus la fin du mois. Et que ces contradictions, c'est ça que le politique gère tout le temps. Avec cette difficulté pour le politique, c'est qu'il est, quel que soit l'endroit où il est élu, que ce soit moi à la région Île-de-France, ici à la mairie de Bordeaux, pour ceux qui sont représentants ici des élus locaux d'ici, ou au niveau de l'État, le politique, il est systématiquement confronté immédiatement au problème du moment. C'est-à-dire que ses concitoyens, ses électeurs l'interpellent tout de suite. J'ai un problème maintenant, je veux que tu le règles maintenant. Et si ce problème de fin du mois est un problème qui est contradictoire avec les enjeux de la fin du monde, ou la fin du siècle, c'est toujours la fin du mois qui l'emportera. C'est ça la situation aujourd'hui qui fait que, et qui explique en grande partie pourquoi dans les COP, dans les événements internationaux, dans les décisions politiques, souvent on prend des décisions qui ne vont pas dans le sens du durable. Moi j'ai par exemple en tête le fait que le gouvernement, et je ne suis pas à le leur reprocher, a sorti, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais plus de 50 milliards d'euros, je crois que c'est même plus de 100 milliards d'euros, pour aider les Français à pouvoir payer leurs factures d'énergie fossile. N'a pas investi du tout la même somme pour décarboner. Mais parce que c'est la fin du mois versus la fin du monde. C'est cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, où le prix de l'énergie nous conduit à aider les Français à continuer à utiliser l'énergie fossile, alors qu'il faudrait les aider à totalement passer à autre chose. Mais le tempo n'est pas le bon. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que, pour vous expliquer la difficulté dans laquelle on peut être quand on est politique, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'entends souvent des points qui sont opposés. Et c'est bien qu'on soit sur un sommet qui parle des solutions. Parce qu'on oppose comportement individuel, changement des comportements individuels, versus solutions techniques. Voilà, la solution sera dans les solutions techniques et scientifiques, versus le pouvoir réglementaire et fiscal, ce que l'État et les pouvoirs publics doivent faire. En disant, en fait, la solution, elle est dans de la réglementation et de la fiscalité, et donc elle ne peut être que là, ou la solution n'est que dans les solutions techniques, ou la solution n'est que dans les comportements individuels. En réalité, c'est les trois. C'est les trois. Et je pense même à équilibre. Il faut que chacun change ses comportements. Il faut que l'État et les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, prennent des décisions fortes, qu'elles soient réglementaires ou fiscales. Et il faut qu'on booste toutes les solutions techniques, comme Bertrand Piccard le porte. Et c'est les trois qui vont faire qu'on aura des solutions. Alors, est-ce que la loi, aujourd'hui, qui est en discussion... Est-ce qu'elle accélère autant que son nom l'indique? Alors, le problème, c'est qu'elle aurait pu peut-être être un peu plus vaste dans son champ de regard, puisqu'elle ne regarde que le photovoltaïque et l'éolien, principalement. Elle ne regarde pas la méthanisation, elle ne regarde pas la géothermie, elle ne regarde pas les économies d'énergie. Enfin, on aurait pu faire une vraie loi de décarbonation, et ce n'est pas tout à fait le cas. Deuxièmement, je dois dire honnêtement, et je ne suis pas représentant de la majorité gouvernementale, que si l'esprit de cette loi, moi, me paraît absolument indispensable, elle vient à un moment où on aurait pu espérer qu'il le fasse plus tôt.
Ils attendent de ne plus avoir de majorité à l'Assemblée nationale pour le faire. Donc moi aujourd'hui, je suis pessimiste sur l'issue de cette loi parce que le contexte politique ne se prête pas à ce qu'elle émerge. Donc je pense que c'est pas cette loi qui va changer les choses, qui va accélérer les choses. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont posées dans cette loi. Moi j'en vois une et on en parlait tout à l'heure pour l'accélération des énergies renouvelables. C'est qu'on a un sujet, demain quand on voit l'ampleur du développement des énergies renouvelables qu'il faudrait envisager en France, au regard du fait qu'on doit d'abord électrifier beaucoup plus nos usages et que deuxièmement, il faut remplacer les fluides, enfin tout ce qui va dans tout ce qui est liquide, tout ce qui est dans les moteurs et ça. Quand on voit l'ampleur de tout ce qu'il faut faire, on a deux problèmes importants à mon avis. Le premier, c'est la question de l'acceptabilité par les populations, parce que l'énergie renouvelable, c'est du réel dans le paysage. C'est des éoliennes, c'est des champs photovoltaïques, c'est tout ça. Ça se voit, plus encore que les centrales nucléaires, parce que c'est plus dispersé. Donc ça se voit, et donc l'acceptabilité, c'est un vrai sujet, et je pense qu'il y a des solutions, hein, notamment l'intéressement pour les populations concernées. Et le deuxième aspect, qui me semble très important aussi, c'est que, et on ne le dit pas suffisamment, les enjeux de biodiversité sont au moins aussi importants que les enjeux climatiques. C'est ça. Si on ne préserve pas la biodiversité, et elle est dans très 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 mauvais état, on va se retrouver avec une autre catastrophe qu'on n'a pas vraiment regardée de près, qui est la catastrophe biodiversité. Donc préservons, pensons à cela, et je pense notamment à toute la pression aujourd'hui qui se préfigure sur la biomasse, puisqu'on va faire de l'électricité, mais on a aussi des vues très fortes sur la biomasse. Tout ce que l'agriculture, tout ce que la forêt peut produire en énergie, il y a des vues très fortes là-dessus. Et là aussi, il faudra faire attention, il y a d'autres usages, il faut notamment se nourrir. Donc, il faut pas... Voilà, il y a une consolidation de toutes ces vues qu'il va falloir faire très rapidement pour y voir clair sur jusqu'où on peut aller. Merci. Donc on va continuer. Alors le constat, on le sait, le niveau de tension, il existe. C'est aussi pour ça justement qu'on est là. Mais l'idée, c'est de regarder vraiment justement les axes de solution, notamment par les grands acteurs qui ont le pouvoir de peser, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et ça, on doit utiliser cette énergie-là justement pour bouger les lignes. Alors Monsieur William Arkwright, bienvenue. Vous êtes directeur général d'Engie. Depuis 2012, vous avez exercé... Engie Green, excusez-moi, pardon. Engie Green, bien sûr, c'est une directrice générale chez Engie, absolument. Voilà, d'ailleurs, vous avez été son directeur de cabinet, je crois, quelques temps, parmi tous les métiers que vous avez exercés. Donc, vous en avez exercé plein, hein, dans le biogaz aussi, dans le solaire, etc., au sein du groupe jusqu'à aujourd'hui. Ça vous donne un regard assez évidemment complet sur la question. Votre métier, si vous deviez le résumer, vous me l'avez dit au téléphone, voilà, c'est de gérer le plus grand parc éolien et solaire de France. Voilà, c'est ça votre job. Suivi de tout près par EDF, puis Total, je crois. Après, je ne veux pas créer de... On n'est pas là pour la compète. Voilà. Au 1er septembre 2020, ces parcs représentent alors 1,936 gigawatts éoliens et 1,107 gigawatts solaires. Voilà, bon, les chiffres ne parlent... Voilà, ce qui est intéressant, c'est de comprendre bien la mécanique des solutions. Voilà. Et vous, de votre angle à vous, quelles sont ces solutions sur lesquelles vous travaillez ? Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi d'être là, à Bordeaux. Vous parliez, Bertrand, de solutions. Il y en a une qui est sur la table, elle s'appelle renouvelable. Et je pense qu'en France, on n'en a pas encore fait tout à fait le tour, on la caricature, on la vilipende, on la comprend pas bien. On se coupe les cheveux en quatre alors que c'est simple et que ça devrait ne plus faire débat, comme juste quand on traverse une montagne et un fleuve, ça ne fait plus débat. Alors pourquoi ? Les critiques, on les connaît. Le renouvelable, ça coûte cher. Faux. Le renouvelable, cette année, l'année prochaine, c'est le ministère qui le dit, ça rapporte 31 milliards d'euros à l'État. Quelle filière industrielle rapporte 31 milliards d'euros à l'État ? Vous parliez du bouclier tarifaire pour permettre aux gens de faire le plein. Mais le renouvelable, c'est celui qui contribue le plus à payer une bonne partie du bouclier tarifaire. Si on ne reversait pas ces 31 milliards d'euros, nous, les renouvelables, ça serait 2 000 à 2 500 euros de plus par an pour payer son électricité par Français. Donc, nous rapportons de l'argent. Nous avons coûté depuis 20 ans 43 milliards d'euros. Si tout continue comme ça, fin 2023, nous aurons remboursé notre dette, j'ose le mot,
Et parmi ça, l'éolien terrestre, c'est 80% de la contribution. Donc, nous sommes loin de coûter de l'argent. Aujourd'hui, si vous voulez faire 1 kWh de plus, une unité de plus électrique, ben c'est simple, hein, la moins chère possible, nouvelle et moins chère, solaire et éolien. Et il n'y a pas de débat. Donc, faux. Nous sommes une solution compétitive économiquement. Deuxièmement, le renouvelable, quand vous regardez vraiment, ça pollue. Alors là, c'est magnifique. Vous prenez toutes les sources, ADEME, RTE, c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Vérinck d'RTE. Vous regardez le mix moyen français, ce qu'il émet par gramme de CO2 par kilowattheure produit, le renouvelable, éolien, solaire, vous prenez, il est toujours en dessous. Quel que soit le calcul. Donc non, nous sommes vraiment verts, désolé. Nous sommes une solution bon marché, vraiment verte. C'est bon de le rappeler parce qu'on lit encore des tribunes étonnantes dans certains grands journaux français. De la part de partis politiques, c'est étonnant. 3, donc nous sommes bon marché, nous sommes verts. 3, vous savez, les renouvelables, vous êtes marginaux à la sécurité énergétique de notre pays. Faux, triplement faux. Aujourd'hui, nous dépendons de l'étranger pour pouvoir allumer notre lumière. Nous importons entre 35 et 40, c'est bon, pardon les chiffres, hein, mais térawattheures. Bref, on dépend. Je prends juste l'éolien terrestre en France, il y a 19 gigas installés, mais c'est pas grave. Il produit exactement ce qu'on importe. Et selon la loi, il doit d'ici la fin de la décennie faire x2, ce qu'il n'arrivera pas à faire. Si on se passe de l'éolien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ça veut dire qu'on est d'accord pour doubler nos importations. Ça veut dire qu'on est d'accord pour doubler notre dépendance à autrui, dont on a payé et vu le coût de ce que c'est que dépendre énergétiquement d'autrui ces derniers temps. Et quand on importe du beaucoup plus carboné. Peu importe qu'on arrive à faire du nouveau nucléaire, peu importe qu'on arrive à faire du nouvel hydraulique, peu importe qu'on arrive à développer sur nos façades maritimes de l'offshore, il faut faire tout ça. Parce qu'on a besoin de tout en énergie. Surtout pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Mais là, les hivers qu'on a devant nous, 8, 9, 10 hivers qu'on a devant nous, il n'y a pas d'autre moyen que de faire du renouvelable solaire et de l'éolien terrestre. Sachant qu'il y a urgence, comme le disait Yann, il y a urgence à électrifier. Parce que ce n'est pas l'unique levier, mais c'est quand même le meilleur levier pour décarboner et sortir les hydrocarbures de l'équation. De la mobilité, de tout un tas d'usages industriels, etc. Il faut électrifier. Donc il faut faire 35 à 40 TWh de plus d'ici la fin de la décennie. Les revoilà, les 35 à 40. C'est Thomas Vérinck à nouveau qui le dit. Donc on importe 35 à 40. L'éolien terrestre produit 35 à 40 aujourd'hui, doit produire 35 à 40 de plus d'ici la fin de la décennie, et on a besoin de 35 à 40 de plus d'ici la fin de la décennie. Passons-nous du renouvelable, n'accélérons pas, et nous dépendrons d'autrui, et nous serons carbonés, et nous paierons cher notre énergie. Bref, les solutions existent, elles sont simples, arrêtons d'en débattre, et matérialisons les choses. Alors avant d'en revenir à la position peut-être de la France, je vois que Bertrand aussi voudrait compléter, super. Juste une petite question, moi, un peu de candide, on va dire, hein, sur ces sujets. Quand vous parlez d'énergie verte, enfin vous dites on est non seulement rentable, on est vert, voilà. Est-ce que quand on parle d'énergie verte comme ça inclut les questions de biodiversité ou c'est essentiellement sous le prisme du climat et du réchauffement climatique ? C'est une excellente question. Parce qu'on a été bercé de biodiversité hier, alors je suis encore bien... Ouais. À la grande question de l'habitabilité terrestre, pardon de parler comme ça, mais il y a deux piliers. Il y a le climat et il y a la masse du vivant. Oui. Si on sauve le climat en assassinant le vivant, on n'a pas gagné. Et si on défend le vivant, mais en s'étouffant nous-mêmes, on n'a pas non plus résolu le problème. Donc il faut faire les deux à la fois, et c'est une équation, franchement, qui est qui est d'une complexité folle. Oui, Ce qui m'est un petit peu insupportable, c'est de faire un procès en biodiversité à des énergies qui déjà se battent
pour qu'il ne fasse pas 45 degrés avec des oiseaux qui tombent du ciel en été. Moi, mon entreprise, je passe de mon budget de développement, je consacre 20% de mon budget de développement d'un projet éolien ou solaire sur la biodive. 25% de mon temps de développement, c'est de la biodiversité. Je ne sais pas quel est le secteur industriel qui passe autant de temps sur ces sujets, qui investit autant d'argent et qui est autant attentif à ces questions. Je m'arrête là. Merci, ça commence à y répondre. Juste Bertrand voulait réagir peut-être, et puis ensuite on en viendra du coup, voilà. Je trouve que c'est un magnifique plaidoyer en faveur des énergies renouvelables. Je pense aussi que dans la salle, il y a sûrement des participants qui se disent il y a 2 points qui n'ont pas été touchés dans ce plaidoyer. C'est le fait que les énergies renouvelables sont intermittentes, en tout cas le solaire et le vent, donc il faut stocker, et que sûrement vous vous dites on n'arrivera jamais à produire assez en énergie renouvelable pour les besoins du monde. Ces 2 points-là, j'aimerais aussi y répondre. C'est vrai que c'est intermittent, et c'est vrai qu'il faut stocker. Et si vous entendez dire que le stockage, c'est quelque chose de compliqué ou qui n'existe pas encore, sachez que c'est également faux. Le stockage, ce n'est pas forcément dans de l'hydrogène dans 10 ou 20 ans. Le stockage, ça peut être de la chaleur dans le sol. Ça peut être de pomper de l'eau dans des barrages quand il y a suffisamment de soleil et de vent pour ensuite la laisser redescendre quand on en a besoin. Donc le stockage aujourd'hui, par des moyens relativement simples, existe et peut exister à grande échelle. L'autre chose, c'est la quantité d'énergie renouvelable qu'il faudra produire. Alors, je pense que c'est vrai que si on continue à consommer autant d'énergie qu'aujourd'hui, il faudra beaucoup trop de temps pour arriver à ce que ce soit entièrement du renouvelable. Mais si on consomme autant aujourd'hui, c'est parce qu'on est inefficient. C'est parce que les structures, les infrastructures, les appareils, les systèmes consomment avec des rendements extrêmement mauvais. Quand vous avez un moteur thermique qui a 27% de rendement, ça veut dire que votre carburant à 1,8 € par litre, il est gaspillé aux 3/4. Il y a les 3/4 qui ne servent à rien, alors que dans un moteur électrique, vous avez 97% de rendement. Vous perdez pratiquement rien. Donc électrifier des systèmes, ça permet d'utiliser 3 fois moins d'énergie. Et tout ça, vous l'additionnez sur l'entier de tous les systèmes qui gaspillent. Donc vous voyez que si vous arrivez à économiser entre la moitié et les 3/4 de l'énergie qui est produite, eh bien, il faudra produire beaucoup moins d'énergie renouvelable que l'énergie fossile qui est aujourd'hui produite. Et puis, on va quand même rajouter au vent et au soleil le reste des renouvelables. L'hydroélectrique, ce n'est pas seulement des grands barrages. Ça peut être des turbines pour des petites rivières qui sont parfaitement adaptées à laisser passer les poissons. Il n'y a pas du tout de problème de biodiversité ailleurs que dans la tête des gens qui n'ont pas compris ça. Et vous pouvez avoir des turbines hydroélectriques de petites rivières à chaque village qui est traversé par une rivière pour produire un peu d'électricité de manière décentralisée. C'est ça qui est passionnant. Vous avez du biogaz. Le biogaz, il est fait à partir de déchets. Ça aussi, c'est de l'efficience. Vous avez des déchets de décharge publique. Vous avez des déchets de fermes, d'agriculture. Tout ça, normalement, ça fait quoi? Ça fait du méthane dans l'atmosphère, 28 fois plus grave que le CO2. Mais vous pouvez transformer ça en biogaz de manière à éviter ce méthane et vous avez de quoi, dans le monde, à peu près résoudre 20% des besoins énergétiques. Et puis tout ça, c'est sans la géothermie. Vous savez que 99% de la masse de la planète fait plus que 1000 degrés. Mais on peut aller chercher cette chaleur au lieu d'en refabriquer en surface avec des moyens polluants. Donc il ne s'agit pas de développer des technologies hyper high-tech qui polluent, etc. Il s'agit de revenir à du bon sens, c'est-à-dire de prendre l'énergie là où elle est, et puis de l'utiliser de manière efficiente et de manière respectueuse. Et ça, c'est un marché extraordinaire pour l'industrie. C'est des opportunités économiques fantastiques pour les investisseurs, et en plus, vous protégez l'environnement et la biodiversité. Donc, c'est vrai
que cet aspect-là doit être beaucoup plus connu pour arriver à sortir des débats clivants dans lesquels on ne voit qu'une toute petite partie de la situation au détriment de tout le reste. Très bien, merci. Alors, on donnera aussi la parole à Isabelle Patrier sur comment on fait pour décentraliser des petites turbines. Voilà, ça ne doit pas être si simple que ça, en vrai. Je crois qu'il y a une certaine lenteur, une complexité. Je voyais que vous vouliez réagir. Yann Verlim, vous voulez le faire maintenant ? Oui, rapidement, parce que sur la biodiversité, on en parle, c'est bien, c'est vraiment bien qu'on en parle, parce que c'est un sujet qui... Mais quand même, vous dites que vous vous en occupez beaucoup. Moi, j'ai une inquiétude, et elle a été levée par le Parlement, c'est que la loi qui était en discussion prévoyait de lever tous les obstacles au développement des énergies renouvelables, et un des obstacles qui avait été identifié, c'est la protection des espèces. Sous-entendu, si un projet d'énergie renouvelable devait s'installer quelque part et qu'il devait détruire une espèce, eh bien on passait outre, on détruisait l'espèce, on faisait quand même l'énergie. Et ça, c'était un non-sens total de faire ça. Et ça a été écrit dans la loi. Ça a été enlevé. Ça a été enlevé, et bien heureusement, un amendement parlementaire l'a retiré. Donc je crois que c'est une erreur de faire ça. Et c'est très important dans le développement des énergies renouvelables tel qu'on l'envisage, tel qu'on veut le voir, c'est de vraiment, vous l'avez dit d'ailleurs, les deux sujets sont interdépendants et de plus en plus. Aujourd'hui, nous, par exemple, en région Île-de-France, on vient d'adopter un plan d'adaptation au changement climatique qui d'ailleurs s'additionne à tout ce qu'on va faire en atténuation. On est convaincu que la biodiversité, la préservation du végétal, la préservation du vivant va contribuer à atténuer le changement climatique, va contribuer à nous adapter au changement climatique. Et quand le changement climatique est là, la biodiversité est très impactée. Et quand la biodiversité est très impactée, le changement climatique est accéléré. Bien sûr, c'est les services rendus par la nature qui nous échappent. C'est essentiel de ne pas opposer les deux. Moi, je me bats sur ça. Et vraiment, ça a été une erreur de mettre cet article-là. Il est heureusement retiré. Et je vous fais confiance pour en tenir compte. Mais vraiment, il faut ne plus mettre le petit doigt dans cette opposition entre biodiversité et climat. Est-ce qu'on ne peut pas commencer aussi à compter non seulement sur les leviers obligatoires, mais aussi sur les leviers volontaires, voilà, de la part des dirigeants engagés, ou une éthique certainement, une conscience aussi de tout ça grandit comme chez tout le monde. Il n'y a pas de raison que vous y échappiez non plus, j'imagine. Une courte réaction. Oui. D'abord une précision. Lorsqu'on développe ce type de projet, dans la loi, il faut passer par tout un tas de haies d'autorisation administrative. Voilà. Non, ce qui voulait lever, il y a trois choses. Il vous faut obtenir une dérogation d'espèces protégées. Pour ça, il y a trois critères. Vous avez l'intérêt public majeur, vous en avez deux autres. L'absence d'atteinte à la perpétuation de l'espèce et aussi des solutions d'habitat alternatives. Et la première chose qu'il voulait lever, c'est de dire que vous n'avez plus à prouver l'intérêt public majeur des renouvelables, ce qui me semble assez logique. Ce qui ne voulait pas dire que les deux autres n'étaient pas encore approuvés pour obtenir une dérogation d'espèces protégées de la part de l'Adréal. Ça devient technique, désolé, mais c'est vous dire qu'on en est toujours en train de se poser si la question de l'intérêt public majeur des énergies renouvelables en France. Ça, c'est quand même fou. Hein. Et loin était fait, et là, quand je parlais de caricature, je ne sais pas que c'est vous que vous le faites, mais on en est encore à se demander, plutôt que de regarder ailleurs, à se demander... Ailleurs, vous voulez dire dans d'autres pays ? Oui, par exemple, l'artificialisation des sols qui a été faite ces 20 dernières années. On s'en occupe aussi, on en a parlé hier. Hein. Un demi-département par an qui partait en béton. Oui, mais, bon. mais qui la banane par tous les bouts quand même. Ça fait beaucoup moins l'objet de débat. Je voulais simplement vous dire, prenons le sommet des choses qui se voient, les oiseaux, avec l'éolien. Ma société tue moins d'un oiseau par an par éolienne. 250 fois moins que les chasseurs, 300 fois moins que les chats, 400 fois moins que les baies vitrées. Non, je veux juste vous le dire. Hein. Quand on tue un oiseau, on arrête l'éolienne pendant 7 mois. On a la régulation au monde qui bride le plus nos éoliennes. Acoustique, avifaune, chiroptère. On ne fait pas n'importe quoi. Merci. Alors, pour ce qui est du béton, je vous assure, peut-être c'est moins votre filière, mais la filière s'interroge aussi pour avoir participé à d'autres débats avec l'ONF, avec le BTP, etc. Ça, on s'en occupe aussi. Alors moi, j'aimerais revenir avec vous, Isabelle Patrier, sur deux choses. Peut-être justement aussi cette rapidité franco-française que vous m'évoquiez aussi en préparant ces échanges et la difficulté. On dit, oui, ce serait simple de mettre une petite éolienne dans chaque village traversé par une rivière. J'ai l'impression que c'est pas si simple que ça. Non, pas des éoliennes dans chaque village des turbines, pardon, des turbines. dans les rivières.
Non, c'est moi. C'est pas... au secours. Dans les turbines. Ça arrangerait tout le monde. Je voulais dire turbines, pardon. Donc des turbines dans les rivières, mais au fond, c'est en tout cas cette logique de décentralisation pour pouvoir innover, prendre des initiatives rapidement, tester, tout ça, c'est peut-être pas si simple dans le paysage français en particulier, si on regarde en Allemagne comment ça se passe. Puis la deuxième chose, c'est cette question du mix énergétique. Donc j'ai compris que c'est comme dans le vivant, même en énergie, il faut penser diversité des énergies. De toute façon, c'est l'issue. Et du coup, comment ça va se passer ce mix énergétique? Qu'est-ce que vous envisagez chez vous, chez Total Énergie? Oui, je pense que William le vit comme nous, on le vit aujourd'hui. Pour arriver à accélérer, on a un vrai sujet français de lenteur administrative. 14 permis pour une ferme solaire, enfin ça paraît juste hallucinant, mais c'est notre réalité quotidienne. Pour arriver à développer 400 gigawatts par an, on est obligé de déposer plus de 2,5 fois plus pour pouvoir avoir ces permis et pour pouvoir accélérer et avoir nos puissances installées. Dans le méga. Méga. En fait, dans l'éolien, c'est 30% des dossiers qui sont déposés qui sont acceptés à peu près. Dans le solaire, c'est 40%. Pour vous dire la difficulté qu'on a en France à accélérer sur le déploiement des renouvelables. Alors qu'en Allemagne, en 2 ans, vous avez une ferme solaire et donc on voit nos collègues de l'autre côté de la frontière aller beaucoup plus vite. Et alors aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Écosse, on a développé des champs éoliens offshore en Écosse à une vitesse importante. Quand vous revoyez le Royaume-Uni et la baisse de la dépendance du Royaume-Uni aux énergies fossiles, Royaume-Uni avec lequel on développe aussi, et on a des concessions d'éolien offshore, on se pose la question de pourquoi la France ne prend pas conscience de cela. On a vu cette semaine l'amende que la France va avoir parce que justement le développement de son parc de renouvelables n'a pas été développé suffisamment en ligne avec les objectifs par l'Union européenne. C'est une illustration, ce que je vous dis, de la situation actuelle. Alors comment est-ce qu'on fait il y a ces histoires récurrentes d'acceptabilité qu'il faut qu'on prenne en compte. Je pense qu'il y a un enjeu de partage de valeur aussi. Oui. Je pense que quand on a un biométhaniseur sur un bassin de plusieurs collectivités avec des citoyens, il faut leur proposer aussi d'entrer dans le capital et du financement de ces biométhaniseurs. On peut arriver, on en a certains, nous, Total Énergie est le premier fournisseur de biogaz, donc sur base de déchets, comme le disait Bertrand, en France. On peut monter jusqu'à 35% d'ouverture du capital des collectivités, des citoyens et des agriculteurs qui vont permettre justement un partage de cette valeur et probablement une meilleure acceptabilité parce qu'une meilleure compréhension de l'intérêt d'avoir cette énergie locale. Dans un contexte de guerre en Ukraine, la souveraineté énergétique, je crois, est un sujet qui a été partagé par toute la France, toute l'Europe. On se reposait la question de relocaliser l'énergie à travers des renouvelables, à travers le traitement des déchets pour en faire de l'énergie. Et à mon avis, un prisme qui est de plus en plus prégnant dans la population française. Et je pense que nous sommes acteurs de cette transformation pour accélérer. Mais en effet, il faut qu'on puisse accélérer, il faut qu'on puisse faire comprendre aussi aux citoyens que si on ne fait pas ce développement du parc éolien, du parc photovoltaïque, du parc éolien offshore, ou du biométhaniseur, c'est de l'énergie qu'on n'aura pas et qui sera dépendante des importations d'énergie fossile qu'on est aujourd'hui obligé de faire. Le patron de RTE le disait bien ce matin à la radio, en effet. Donc je pense que les prises de conscience aussi, quand il y aura eu quelques coupures peut-être cet hiver, ça va malheureusement peut-être accélérer. Si c'est un risque, voilà, bien sûr. Juste peut-être une question pour revenir à William O'Cride aussi sur cette question d'acceptabilité. Vous disiez que vous, à être dans un métier des énergies du renouvelable, chez Engie Green, donc, eh bien, ça donnait un rapport aussi à l'énergie d'un coup beaucoup plus tangible pour pour le consommateur final, finalement, puisqu'on va aller brancher son truc au bout de la rue ou au fond du garage, enfin voilà. Et est-ce que dans le sens de ce que vous disiez de l'acceptabilité, c'est pas une occasion aussi de développer la co-responsabilité? Enfin, il y a quelque chose certainement peut-être une occasion là, une opportunité de partager plus
la mécanique, comment ça marche, donner de la connaissance aussi là-dessus au consommateur final et du coup d'augmenter cette sensation de co-responsabilité, du coup peut-être de mieux traiter la notion d'acceptabilité. Je vous remercie pour cette question parce qu'elle m'est chère. Mais avant, je voudrais abonder. Qu'est-ce qui se passe pour nous sur le terrain ? Nous avons des dizaines et des dizaines de projets où non seulement on fait du financement participatif, des gens comme vous et moi pouvons mettre des euros au capital d'un projet, mais en fait, et je m'en félicite et c'est très bien, de plus en plus, on va main dans la main, on partage la gouvernance, le pouvoir avec des SEM, des agences régionales d'énergie, Des SEM, c'est... des sociétés d'économie mixte, Oui, bien sûr, bref, le public, les collectivités, C'est les ça. administrations qui se disent mais on est des acteurs locaux du territoire, vous le savez le faire, on a aussi des compétences, un savoir-faire, Donc, de allons, plus en plus cheminons ensemble. Voilà, de plus en Mais- plus de regards croisés quand même. Mais il y a 10 ans, on ne faisait pas ça. Voilà, Maintenant, donc ça, on c'est un fait ça vrai tous les espoir. jours. Et c'est super parce que c'est un vrai levier C'est d'appropriation. ça. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même des bonnes choses dans cette loi. Elle ouvre la capacité au pouvoir public d'acheter à long terme de l'énergie, les fameux PPA. Le public ne pouvait pas parce qu'il y avait un code des marchés publics qui disait au-delà d'une certaine durée, vous ne pouvez pas aller acheter à long terme votre électricité. Donc en fait, le public était complètement mis dehors de ce marché de la vente long terme d'électricité verte. Donc ça, c'est très vertueux parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire sortir des projets qui vont être valorisés et consommés en local. C'est absolument génial. Et puis, cette loi, elle dit aussi, on va pousser pour les retombées locales économiques. Nous, les énergéticiens renouvelables, je pense parler au nom de la fédération, de nos fédérations, on pousse très fort pour que les collectivités publiques, lorsqu'il y a un parc éolien ou un parc solaire en covisibilité ou sur la commune, touchent des sous. Mais nous, on pousse aussi pour que les riverains touchent des sous. Certaines forces que je n'ai pas identifiées ont voulu retirer ça du texte dans sa version sénatoriale, mais ça vient d'être remis par le gouvernement et je m'en félicite, puisque le texte va être débattu pendant 10 jours à partir de lundi prochain. Donc j'espère que ça va perdurer, que tout un chacun, les gens qui voient l'éolienne, touchent de l'argent de ça, pour payer leurs factures. Je trouve ça très bien. Et puis j'en viens à votre question. Conclusion, il y a des leviers pour améliorer l'appropriation des énergies renouvelables. J'en viens à votre question. Moi, ce que je trouve fabuleux dans les énergies renouvelables et la fierté de faire mon métier, j'en suis fier, c'est deux choses. Un, on a un héros qui est le secrétaire général de l'ONU qui nous dit, vraiment, c'est extraordinaire cet homme, il nous dit les renouvelables, c'est un facteur de paix. En fait, on fait la guerre pour l'énergie, hein. En fait, dès que vous la décentralisez, que vous la mettez en local, on va beaucoup moins se taper dessus. Et c'est une pensée qui est ultra pertinente sur les renouvelables. En fait, les renouvelables, in fine, c'est un facteur de paix. On va arrêter de se battre pour aller capter l'énergie à l'autre bout de la planète. Ça, c'est vraiment fabuleux quand on y pense, même si ça outrepasse le cadre de mon métier. Et puis, deuxième chose, c'est que ça change complètement notre rapport à l'énergie, les énergies renouvelables. L'énergie, on n'en avait pas conscience, on appuyait sur le bouton, on ne savait absolument pas économiquement, sinon une facture à la fin du mois qu'on ne lisait même pas. En plus, elle se dématérialise. On n'avait aucune conscience de ce qu'on émettait. C'est mes parents. Et, ou lorsque j'étais jeune. Et puis, on ne la voyait pas. C'est un puits en Arabie Saoudite, c'est une centrale nucléaire barbelée quelque part à 300 km, gardée par un bataillon de gendarmerie. C'est ça l'énergie. Et puis des tuyaux sous terre. Maintenant, nous, on ramène l'énergie, vous savez, le mot de foyer, le feu dans la maison. Les énergies renouvelables, ça vous rapproche de l'énergie. Elle était invisible, elle devient visible. Et quand elle devient visible, on en perçoit beaucoup plus les conséquences matérielles. On fait beaucoup plus attention. Et c'est pour ça que le bout du chemin, et il n'est pas assez dans la loi, et je suis d'accord avec vous, Yann, c'est l'autoconsommation. Produire, consommer. Je consomme ce que je produis. De la même manière que je fais pousser mes salades, je fais pousser mon énergie.
Et les énergies renouvelables, ça apporte ça comme deuxième richesse. Merci. Alors, peut-être vous avez envie d'abord de compléter, et puis aussi sur ce mix énergétique là avec le gaz. Moi, j'aimerais bien un peu de pédagogie là-dessus pour qu'on comprenne. On parle d'accélération. Nous, on a cru et on croit encore à la trajectoire de décarbonation de la France. Donc, on a déjà arrêté la moitié de notre parc de raffineries françaises pour pouvoir justement, en croyant qu'on va pouvoir accélérer sur la production d'électricité renouvelable. Donc, on a déjà arrêté la moitié du parc. Et on va arrêter l'intégralité de notre parc de raffinage, puisque 2035, plus de véhicules thermiques neufs vendus, donc plus d'essence et plus de diesel. 2035, c'est bientôt. Oui. Pour vous dire que la vraie transformation, elle est là. En effet, Total Energy a basculé du pétrole vers le gaz pour décarboner ce gaz in fine et pour réduire ses émissions. Passer du pétrole au gaz, ça veut dire qu'aujourd'hui, des 2/3 de notre production en 2015, c'était du pétrole. Aujourd'hui, ça n'est plus que plus de 40%. Ça va nous permettre de baisser, mais il faut que tous collectivement, on baisse. C'est-à-dire que tous collectivement, on passe à l'électrique, que nos unités se décarbonent et passent à l'électrique, ou se transforment ou s'arrêtent. Et ça veut dire aussi qu'en effet, il va falloir accompagner les comportements. Dans la trajectoire de la France, il y a un enjeu de sobriété. La France pense qu'entre 90 et 2050, la baisse de la consommation de nous tous va devoir baisser de 40%, c'est-à-dire qu'en 2050, on consommera moins que ce qu'on consommait il y a 10 ans. Ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts d'efficacité énergétique, donc consommer moins d'énergie, puisque la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consommera pas, mais c'est la véritable trajectoire. Donc en fait, on est en train de faire un parc de production de mix énergétique, biogaz renouvelable, nucléaire, qui va tenir compte de cette diminution qu'aujourd'hui on ne vit pas. Aujourd'hui, on ne la fait pas, cette sobriété. Elle est très, très légère par rapport aux attendus de la trajectoire. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, j'ai envie de dire, c'est que chacun doit, dans son comportement et dans ses choix énergétiques de demain, passer à l'électrique pour son véhicule. C'est pour ça qu'on va faire cette gigafactory qui va nous permettre d'équiper 2,5 millions de véhicules avec des batteries. C'est pour ça qu'on va déployer des bornes de recharge sur le territoire français, parce que vous tous dans la salle, allez changer vos comportements, allez faire des choix énergétiques qui vont être ces choix énergétiques qui vont limiter cet impact, relocaliser au plus près de nous cette énergie. Pour ça, nous, c'est le pari qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a arrêté la moitié de nos raffineries, qu'on va arrêter les autres. Mais ce pari doit s'assortir d'une accélération du déploiement du parc. C'est vraiment le mot que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Permettez-nous d'accélérer et aidez-nous à accélérer et à comprendre que cette acceptabilité, c'est la clé de notre souveraineté énergétique, c'est la clé d'un mix énergétique décarboné. Merci. Alors, je reviens un peu à la charge, désolée, mais avec ma biodiversité. On avait, William Crowd nous a bien raconté comment cette attention portée chez Engie Green. Et chez vous, moi j'ai l'image des raffineries offshore, enfin des puits de pétrole offshore au sud de l'Afrique du Sud, au large de l'Afrique du Sud, par exemple, y compris d'ailleurs pour de l'hydrolien. Enfin, voilà. Comment est-ce que Total Energy est attentif aussi, s'astreint, peut-être même au-delà des lois, je ne sais pas. Quel est quant à la biodiversité, l'impact sur la biodiversité? L'impact sur la biodiversité, nous, on a exactement le même prisme dans le développement de renouvelables pour préserver cette biodiversité. Parce que si demain, on n'a pas diversifié notre mix énergétique, en fait, c'est la biodiversité qui va trinquer à la fin. Donc, comme le disait William, à la fin, si on ne développe pas ça, c'est la biodiversité, parce que le réchauffement climatique n'aura pas gagné à ce qu'on n'ait pas accéléré dans le déploiement. Donc, il faut bien se dire que, effectivement, quand on développe, il faut préserver. Ça fait partie de la nécessité et des concertations que nous menons avec les citoyens dans les régions. Et ça, je pense que c'est assez majeur de le voir comme ça. Précédemment, quand on développait les énergies non renouvelables ou le nucléaire, il y avait zéro concertation.
ont décidé de le mettre à un endroit, ça se développait, et c'était comme ça. Et on nous apportait l'énergie au plus près, en nucléaire, en fossile, au plus près en fossile. Quand on voit tout ce qu'on importe, on est loin d'être au plus près. Aujourd'hui, c'est par la concertation, et je crois que la biodiversité localement, en effet, ça nous permet de traiter des sujets de souveraineté territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette planification, elle se fait avec les collectivités, avec les citoyens, avec les riverains. Et c'est eux, et c'est par ce dialogue, qu'en effet, on peut limiter cet impact. Mais in fine, il faut développer nos parcs, solaires comme éoliens, et terrestres, parce que l'éolien offshore, ça va prendre beaucoup plus de temps, surtout en France, que dans d'autres pays. Donc, dans 15 ans, on n'aura pas le nouveau parc nucléaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les 15 années qui viennent pour ne pas avoir de coupure dans les prochains hivers? Merci. Oui, justement. Alors, j'ai une petite question, puis vous la prendrez ou pas dans le flot de ce que vous avez envie de dire. On va d'ailleurs après s'acheminer vers sans doute la conclusion de ce temps d'échange. Donc, vous pouvez chacun aussi... peut-être j'avais envie de boucler ce temps d'échange sur les raisons d'espérer. Voilà, chacun depuis son point de vue, bien sûr, parce que, voilà, orienter solution. Une petite question juste aussi de clarification, Bertrand, peut-être vous saurez répondre. On parle de décarbonation, on connaît encore peu les fonds marins, mais si j'ai bien compris, les fonds marins rendent un service en décarbonation majeur, autant presque que les arbres, enfin que le végétal sur Terre. Est-ce que c'est juste, du coup, l'équilibre entre détruire du fond marin à un endroit, voilà, et pour pouvoir faire ce mix énergétique, et puis maintenir en même temps le rôle essentiel assuré par cette nature qui existe déjà? Est-ce que c'est juste de rapprocher fonds marins et décarbonation ou c'est faux? Mais bien sûr, mais il faut voir de quoi on parle. Oui. Si on parle de forage pour du pétrole sous-marin, c'est évident que je ne vais pas soutenir ça. Maintenant, s'il s'agit de poser des éoliennes avec un béton spécial qui s'appelle e-concrete, qui est quelque chose qui a été labellisé par la Fondation Solar Impulse, et qui est prouvé comme étant capable de reconstituer des écosystèmes marins, parce que c'est un type de forme et un type de porosité du béton sur lequel les algues s'accrochent, sur lequel les mollusques s'accrochent, etc., on voit qu'on peut poser des éoliennes dans le sable et permettre justement de produire un écosystème marin où on fait venir des poissons, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut avoir peur de ce qui est mal fait, pas de ce qui est bien fait. Et on peut mal poser une éolienne, on peut bien poser une éolienne. Alors, on arrive à des paradoxes quand on parle de la biodiversité que j'aimerais quand même relever ici. Il y a une déforestation de l'Amazonie, en partie pour produire du soja. Tout le monde hurle contre la déforestation et on importe ce soja en Europe, en France et en Suisse et partout ailleurs. On critique la déforestation en Indonésie, et on importe de l'huile de palme issue de cette déforestation. Donc nous sommes complètement schizophrènes. On hurle contre quelque chose et on le favorise par ailleurs. Alors, on arrive à d'autres choses qui sont invraisemblables. C'est qu'en Suisse, on doit absolument compenser la fonte des glaciers par une extension des barrages, sinon on n'arrivera pas à retenir l'eau suffisamment. C'est important pour la nature et c'est important pour faire de l'hydroélectrique. Eh bien, il y a une surélévation de barrages qui est bloquée par des associations écologiques parce qu'il y a une mouche, un type de mouche qui vit là et qu'on a considéré que de rehausser ce barrage allait empêcher cette mouche de survivre. Il y a quand même à ce moment-là quelque chose qui est totalement paradoxal. C'est hors de propos pour moi. Oui, c'est comme un oiseau par an pour une éolienne. Mais pour être sûr que Engie ne fasse pas sa propre publicité et que ce soit faux, moi je vais vous donner les chiffres de l'Office de la faune américain qui sont encore plus en faveur de ce que vient de dire notre ami d'Engie. Pour un oiseau tué par une éolienne aux États-Unis, il y en a 10 000 tués par des chats. Donc il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Ça devient aberrant de prendre un exemple isolé et d'en faire une généralité.
C'est pas ça la protection de la biodiversité. Oui, et en même temps, quand on est de l'extérieur, c'est pas si simple d'avoir les ordres de grandeur, en fait. C'est-à-dire la façon dont nous sont délivrées les informations, souvent ne remettent pas les choses dans les bons ordres de grandeur. Et notamment, par exemple, hein, si je peux me permettre, quand on parle de gigawatts, de mégawatts, de machin, moi, par exemple, vous voyez, ça ne traduit pas l'ordre de grandeur, en fait. Hein. 1 C'est un gigawatt, c'est une langage. centrale nucléaire. Voilà, super, merci. Rappelez-vous ça. Voilà, c'est- 1 c'est gigawatt, facile. c'est une centrale nucléaire. Très bien, ça au moins, c'est un ordre de grandeur. Bon, merci. En tout cas, merci pour toute la... Mais je vais juste rajouter un truc. Je discutais avec le vice-ministre de l'énergie portugais. Et je lui ai demandé quel est l'obstacle majeur pour vous dans votre pays pour développer davantage de photovoltaïque, puisque c'est au Portugal que le photovoltaïque est le moins cher. 1 kWh, c'est 1,5 centimes d'euros. C'est le record du Alors, monde. 1 kWh, par exemple, c'est quoi 1 1 giga, on a kWh, compris. 1 kilowatt, ça fait quoi? Ça fait, 1 kW, c'est ça fait 1000 tourner un watts. sèche-linge. 1000 watts, c'est un sèche-cheveux. D'accord. Merci. Pour vous, plus que pour moi. Un sèche-cheveux, c'est 1000 watts. Donc, si vous faites marcher ce sèche-cheveux pendant 1 heure, avec le photovoltaïque portugais, c'est 1,5 centime. Et si vous prenez avec le mix actuel, eh ben, vous êtes à 20 à 30 fois plus. D'accord. Donc, Donc c'est- 20 c'est centimes le intéressant. brushing, il faut le retenir. Ça, Alors c'est quand même- ensuite, je lui ai demandé Ok. quel était l'obstacle principal. Il m'a dit il y a 2 obstacles. Un, c'est la lenteur administrative pour donner des concessions privées. Et ça, c'est à peu près partout comme ça. Et puis il y a une autre chose, il m'a dit, c'est les oppositions des activistes écologistes. Parce qu'ils disent que ça prend de la terre à l'agriculture. Or, si dans un pays aussi sec et chaud que le Portugal, on met des panneaux solaires sur les champs, on évite de brûler l'herbe et on peut mettre 4 fois plus de moutons sur le même terrain. Et quand ils ont réussi à prouver ça, les agriculteurs et les éleveurs demandaient des panneaux solaires parce que ça améliorait leur rendement agricole et d'élevage. Et vous aviez des autres protecteurs de l'environnement qui déposaient des oppositions, et il faut 10 ou 20 ans pour arriver à les débloquer. Donc c'est complètement paradoxal. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment collaborer avec les activistes écologistes pour leur montrer où c'est bon et les écouter pour savoir où ça ne marcherait pas. Et à partir de là, je pense qu'on peut lever un grand nombre de ces malentendus pour dire, OK, là, on s'entend pour dire qu'on ne le fait pas, parce que ce sont des circonstances qui ne le permettent pas, et dans la plupart des autres possibilités, eh bien, on peut y aller, parce que c'est des malentendus qui bloquent. Souvent plus que des oppositions. Et pour ça, il faut se parler pour s'en rendre compte. Voilà, 90% des Mais on a oppositions besoin, sont en fait des de malentendus. tout le monde, parce que Oui, oui. si on n'a pas d'activistes écologistes, eh bien, on fait n'importe quoi. Et si on n'a pas les promoteurs d'énergie renouvelable, eh bien, on continuera à n'avoir que du pétrole. Donc on a vraiment besoin de tout le monde. Les 2 personnes qui sont intervenues tout à l'heure dans la salle, j'aimerais juste vous dire, vous êtes profondément utiles. C'est fondamental que vous existiez, parce que c'est ça qui pousse à faire mieux. Mais ensuite, il faut qu'on arrive à discuter, se mettre autour de la table et voir ce qui est réaliste, qu'on arrive vraiment à faire pour accélérer cette transition. Alors moi, j'ai la lourde charge d'être à peu près à l'heure sur la fin aussi de cet échange, mais qui est passionnant. Merci de l'énergie et de l'intention que vous y mettez. On va donner la parole tout simplement à chacun. On terminera par vous, Bertrand, parrain de la 5e édition, n'est-ce pas? Voilà, pour un mot de la fin, un mot de raison d'espérer. Et puis, monsieur qu'on n'a pas entendu, Yann Verling, vous avez le droit de compléter un peu, parce que je vous ai vu prendre des notes, donc bien sûr, voilà, si vous voulez compléter. J'ai le mot de la fin. Enfin, je parle tout de suite pour la fin. Oui, voilà, c'est votre dernière intervention. C'est ma dernière intervention. Alors d'abord, merci Bertrand d'avoir souligné que c'est important effectivement qu'il y ait un peu tout le monde. Il y a un peu tous les la transition écologique dont on parle tout le temps, c'est une recette de cuisine avec beaucoup d'ingrédients, et il y a effectivement ce que vous appelez des activistes écologistes, des associations environnementales, des militants. Il y a des responsables politiques, il y a des développeurs, il y a des industriels. Tout ça, effectivement, il faut que ça se parle. Je dois dire qu'en France, on n'est pas très bon pour ça. Il faut qu'on s'améliore là-dessus. Il y a peut-être des pays où ça marche mieux. Je pense que dans beaucoup de pays européens, ça marche un peu mieux. Et nous, il faut qu'on s'améliore là-dessus.
objectivement, quand on l'essaye, des fois ça ne marche pas très très bien parce qu'on s'engueule quand même beaucoup. Mais bon, c'est extrêmement important de bien dire, et c'est bien de l'avoir dit, que chacun a son utilité et qu'il n'y a pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, les pénibles d'un côté, les responsables de l'autre. Voilà, on a un peu besoin. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je voulais le soutenir. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi je suis... c'est pas que je suis pessimiste ou optimiste sur l'avenir, puisque la question que vous posez pour la conclusion, c'est que je crois qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste. On n'a pas la possibilité, ou en tout cas, peut-être que la question ne se pose pas en ces termes. C'est-à-dire que ce soit pour la biodiversité ou pour le climat, le sujet, ce n'est pas la planète, le sujet, c'est nous. Parce que la planète, elle s'en sortira même si on la déglingue complètement. Il y a eu 5 exceptions d'espèces à travers dans l'histoire de la planète. Chaque fois, elle s'en est remise, etc. Donc, c'est nous. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour nous en sortir dans cette situation qu'on est en train de dégrader nous-mêmes. Donc, je suis pas, voilà, de ce point de vue-là, je ne suis pas pessimiste. Mais par contre, on a un sujet pour nous-mêmes de faire en sorte que on puisse nous-mêmes et nos enfants vivre dans un environnement à peu près acceptable, à la fois en température et en monde sauvage qui nous entoure. Un élément qui me paraît quand même positif, c'est quand on regarde l'histoire, pas de la planète, mais même juste de l'humanité. On a commencé à sortir de notre statut de chasseur-cueilleur il y a quelques 15 000 ans à peine, et il y a 40 ans, personne ne parlait d'environnement. Presque personne. Les discours politiques, les programmes politiques, l'environnement existaient parfois, pas toujours, rarement. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul discours politique qui ne met pas la question de l'environnement, du climat, même aujourd'hui de la biodiversité, au centre des préoccupations, alors avec des réponses diverses, mais quand même c'est devenu central. Et je pense que dans 40 ans, même si tout le monde dit qu'il y a urgence, mais dans 40 ans, je pense qu'on sera totalement dans un différent monde, dans un monde différent. Ça va très vite en fait, c'est ça que moi je constate, ça va très très vite le changement, notamment avec les générations qui aujourd'hui sont des gens qui ont 16, 17, 20 ans, qui, même quand je pense à quand j'avais moi cet âge-là, j'étais tout seul dans mon coin à penser environnement, tous mes copains s'en foutaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse, le rapport de force. Dans la génération des 20 ans, ceux qui s'en foutent d'environnement sont très très minoritaires. Donc ça, c'est l'espoir pour la suite. Aujourd'hui, très concrètement, sur les enjeux énergétiques, moi ce que je constate, c'est qu'on a un prix de l'énergie qui a explosé. Il y a des éléments conjoncturel, la crise en Ukraine, etc. Mais je pense que c'est plus que conjoncturel, c'est structurel. J'ai le sentiment, je me trompe peut-être, que le prix de l'énergie ne va plus baisser, qu'on va être sur un prix de l'énergie qui va rester cher, et c'est tant mieux. Je crois qu'il faut qu'on se mette en tête que c'est bien, parce que si on a une énergie chère, on va être dans des solutions pour trouver des moyens de s'en sortir différemment, de trouver des solutions. Et je crois beaucoup à ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure, c'est qu'on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs juste avec des solutions renouvelables. Il faudra aussi qu'on consomme beaucoup moins, avec des systèmes d'efficience qui doivent être... Alors là, c'est un océan devant nous à explorer, tellement il y a de choses à faire. Et merci Bertrand pour tout le travail que vous faites. Et puis il y a tout ce sujet qu'a évoqué Madame, qui est la question de la sobriété, c'est-à-dire les économies d'énergie. On a commencé à le faire avec la situation ukrainienne. Il faut maintenant continuer. En 1973, on a eu le choc pétrolier, on a mis en place des systèmes de maîtrise de l'énergie, d'économie d'énergie. On est dans cette situation. Il faut développer massivement les économies d'énergie et croiser la courbe de remplacement des énergies fossiles par du renouvelable avec la courbe de réduction des consommations. Merci. Monsieur Wright. Je vais être très court et je vais parler de la région. On est quand même dans une belle région qui a un rôle à jouer. Il y a quelque chose dans cette loi qui est intéressant, la loi d'accélération, là. C'est l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, le mariage entre solaire, PV, voltaïsme, et un monde agricole. Et pour la première fois, on va en avoir une définition. Qui dit quoi? Qui dit il y a d'abord une production agricole pour la souveraineté alimentaire et ensuite il y a une production énergétique pour la souveraineté énergétique. Dans cet ordre-là, priorité donnée au monde agricole, avec tout un tas de critères très précis. Ça ouvre enfin la possibilité de marier le monde agricole et l'énergie et donc de lever le niveau d'appropriation de nos sujets énergétiques, de ne pas opposer les uns aux autres. L'agriculture, c'est 27 millions
d'hectares en France. 27 millions d'hectares. Je pense que dans la région, il y a un vrai rôle à jouer grâce à l'agrivoltaïsme. Et puis, il y a un potentiel en forêt qui est incroyable. 18 millions d'hectares en France, 31% de la superficie nationale, c'est de la forêt. Il y a un potentiel incroyable aussi entre forêt et énergie renouvelable. Merci beaucoup. Merci. Isabelle Patrier. Effectivement, on est en Nouvelle-Aquitaine. Il y a des enjeux de relocalisation et je pense que c'est une région qui a pris la mesure de la relocalisation de sa production d'énergie, même si effectivement elle peut aller plus vite. Il y a l'agrivoltaïsme. Je crois que largement, il faut se poser la question aussi, dans un pays comme le nôtre, de la gestion des déchets. Demain, l'énergie, elle sera aussi faite à partir de déchets. Je pense qu'on est un pays qui collecte peu, qui pourrait utiliser beaucoup plus pour faire de l'énergie et certains biocarburants. Nous, on utilise de l'huile alimentaire usagée, des graisses animales. Pour faire de la biométhanisation, on l'a vu, ce sont des déchets agricoles. Il ne faut pas opposer l'alimentaire à l'énergie. Pour ça, il va falloir aussi que la France s'organise pour traiter cette énergie qui est latente et qui pourrait être beaucoup plus importante. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est effectivement à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Relocalisons l'énergie et prenons le sens primaire de cette relocalisation énergétique pour arrêter cette dépendance aux fossiles qu'on appelle de nos voeux. Et puis j'ai envie de dire, pour terminer, aux activistes, mais venez chez nous, on a les moyens d'accélérer, on a les moyens de se transformer. Venez accélérer avec nous. Merci. Alors le transport, le secteur du tourisme aussi, et la question notamment de l'économie circulaire à partir des déchets que vous évoquez est traitée dans la suite de la matinée, puis cet après-midi. Donc vous voyez, c'est aussi au cœur des débats de cette édition. Merci. Alors, cher parrain de la 5e édition du World Impact Summit, vous avez un prochain projet qui est, je crois, de faire le tour du monde en dirigeable. Il me semble que c'est officiel depuis peu, donc on peut en parler. En tout cas, j'imagine que vous y mettez, comme Solar Impulse, un sens particulier, voilà, pour donner justement une impulsion. Si vous voulez nous en dire quelques mots, c'est avec plaisir. Oui, c'est vrai que je collabore avec une société française qui s'appelle EuroAirship pour fabriquer un dirigeable qui serait entièrement solaire, qui fabriquerait son hydrogène en vol avec du photovoltaïque pour pouvoir faire marcher les moteurs électriques également la nuit. Et mon but, c'est de pouvoir, avec ce tour du monde, parler aux écoles, aux universités, aux gouvernements, aux entreprises et passer ce message de solution, passer ce message qui doit nous sortir de la dépression angoissée dans laquelle on vit aujourd'hui et qui devient une paralysie. C'est-à-dire, si on est anxieux et qu'on fait quelque chose, c'est bien, mais si on est anxieux et qu'on ne fait rien, eh ben, on déprime et on n'avance pas. Donc c'est sous cette bannière-là que j'ai envie de placer ce nouveau projet. Mais ce que j'aimerais dire, parce que ça c'est vrai que c'est pour dans 3 ou 4 ans, ce que j'aimerais dire pour aujourd'hui, en conclusion, c'est que les 3 participants qui m'entourent vous ont expliqué leur but et n'y arriveront jamais sans vous, à chaque niveau. Je vois bien avec la région Île-de-France, parce qu'on a un partenariat, on travaille depuis plusieurs années ensemble de manière magnifique pour mettre en place des solutions. Et moi, je commence à bien comprendre le monde politique français et je vois à quel point c'est important que les citoyens soutiennent les initiatives qui viennent du monde politique quand il s'agit d'environnement, quand il s'agit d'énergie renouvelable, quand il s'agit d'efficience énergétique, quel que soit leur parti politique. On peut être à gauche ou à droite et avoir des bonnes initiatives environnementales. Donc, vous avez besoin qu'on vous soutienne. Engie, on a un partenariat avec Engie autour des solutions. On labellise des solutions d'Engie et on amène à Engie des solutions. Il n'y a pas que les énergies renouvelables. Moi, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire chez Engie, c'est le contracting. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'isoler leur maison ou de mettre des nouveaux types de chauffage, etc., Engie investit chez le client pour rendre l'installation plus efficiente et il se rembourse en partageant les économies financières que ça implique. C'est magnifique. C'est un nouveau modèle dans lequel, en vendant moins d'énergie, on gagne plus d'argent. Mais évidemment, il faut des clients, il faut des gens qui comprennent ça, il faut des gens qui soutiennent ça. Et c'est comme ça que les entreprises qui veulent vraiment se reconvertir vont réussir. Avec Total Energy, on voit bien que vous avez besoin de solutions.
on collabore autour de recherche de solutions pour vous, mais vous n'arriverez jamais à réduire la production de pétrole et de gaz si la population continue à consommer du pétrole et du gaz. Mais finalement, on est dans le même système que le trafic de drogue. On sait que la drogue, c'est dangereux, mais tant qu'il y a des consommateurs, eh bien, les filières arriveront toujours à amener leur drogue chez le consommateur. On sait que le pétrole et le gaz et le charbon, c'est dangereux. On sait qu'on est addict à ces énergies fossiles, qu'on a de la peine à s'en libérer. Mais il faut que les consommateurs fassent aussi un effort pour baisser la demande. Parce que tant qu'il y a une demande tellement haute, c'est difficile pour une entreprise pétrolière de s'en sortir. Chaque fois que vous baisserez la demande, vous permettrez aux pétroliers de mettre plus de moyens dans le renouvelable, plus de moyens dans l'efficience énergétique et dans l'environnement. Donc, moi, j'aurais eu envie qu'il y ait tout le monde de la salle sur la scène, parce que finalement, vous êtes tout autant acteurs que nous. Ben moi, j'y vois pas d'inconvénient. On peut faire une grande photo. Hein. Pourquoi pas? Merci. Merci. Merci à vous quatre de nous permettre d'entrer mieux dans la compréhension de ces grandes mécaniques qui parfois nous échappent. Bonne suite de matinée à tous et de journée. Pour ma part, je vous retrouve ce soir, mais ici, juste après nous, une table ronde sur la question des transports, justement. Pour les questions, voilà, les accès sont libres.